Il est 20h14 sur Europe 1. On va un peu parler de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Et chez nous, départ en cascade sur le réseau social X. Charlotte Dornelas qui est avec moi me dit: je suis pas sur X, moi. Moi, ça fait longtemps, c'est pas pour des raisons. Pourquoi jamais vous avez compte ça ne m'a X jamais. Je vis dans un monde où Twitter à l'époque n'existe pas. J'ai un compte professionnel mais que je ne gère pas et sur lequel on relaye mes papiers, donc j'ai aucune aversion. Mais personnellement, j'ai trouvé que je gagnais un temps fou en quittant les réseaux sociaux il y a quelques années. Vu le déversoir, et vous, Jean-Christophe Gallien, politologue communicant, vous avez X ou pas? Oui, mais Charlotte nous a dit deux choses importantes. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est très personnelle, qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien les rues digitales comme j'aime les rues physiques. C'est-à-dire que c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes ça fait partie de notre dimension. Oui, mais pas seulement. Oui. Et après, il y a effectivement ce qui est de l'ordre de l'entreprise, de l'ordre de la politique, de l'ordre de l'endroit où on rentre dans l'économie de l'attention et donc on rentre dans une forme aujourd'hui de guerre de la narration. Et dans cette guerre, il faut être outillé. Alors la difficulté par rapport à X et d'autres réseaux sociaux, c'est qu'on a besoin d'engager des moyens, c'est-à-dire du temps, de l'énergie, des gens la plupart du temps. Il faut pouvoir, voilà. Donc on travaille comme on le ferait dans la rue physique, à faire progresser ses idées, son point de vue, essayer de limiter celui de l'autre, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est clair que la question qui est posée, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Charlotte dit, par exemple, j'y vais pas à titre personnel, mais j'y vais à titre professionnel. C'est souvent, très souvent, l'un ou l'autre, les deux en même temps. Rarement, aujourd'hui, très concrètement, on est absent des réseaux, de celui-là en particulier, parce que ça permet quoi? Ça permet de toucher une audience et de rentrer dans cette économie de l'attention qui est certainement de l'argent, c'est sûr, mais aussi simplement la possibilité de rentrer en relation, en communication avec des gens qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais qui de toute manière s'adressent à vous aussi. C'est-à-dire que Charlotte, en tant que telle, elle est parfois critiquée, attaquée sur ses propos, mais elle le fait sur le terrain corporel, comme chacun d'entre nous. Et parfois, elle est très supportée, parce qu'il y a aussi les deux. C'est-à-dire que par définition, on a les deux. C'est une rue différente, mais dans laquelle nous sommes malgré nous un peu embarqués tous les jours. Alors je vais révéler cette liste avant de parler à Fabrice Epelboin, qui est spécialiste du numérique et des médias sociaux. Je vais révéler cette liste. Alors nous avons dans la liste des personnalités qui quittent X: Marine Tondelier, surprise, Benoît Hamon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Sandrine Rousseau. Tiens, écoutons-la. Il y a une bonne dizaine de députés qui va quitter ce réseau. Si on arrivait massivement, nous les députés NFP, à quitter cette plateforme, je pense que ça créerait un précédent qui inviterait d'autres députés ailleurs dans le monde, dans d'autres pays, à le quitter aussi. Donc le 20 janvier, nous serons nombreux à partir. Moi, je partirai officiellement le 20 janvier aussi. Pour l'instant, je ne tweete plus beaucoup, mais le 20 janvier, on part tous ensemble. Le 20 janvier, on part tous ensemble. Le 20 janvier, c'est demain, c'est ça? C'est lundi, c'est pour l'investiture de Donald Trump. Enfin, c'est demain soir à 20h. Je vais citer d'autres comptes. L'AP-HP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, la Mairie de Paris, la CFDT, Ouest France, qui est aussi le réseau social X, Sud-Ouest, Mediapart, La Voix du Nord, France Terre d'Asile, Emmaüs France, Greenpeace, ou encore le Mémorial de Caen. Juste aux États-Unis, on a Jamie Lee Curtis, Barbara Streisand, Whoopi Goldberg, Stephen King, The Guardian aussi qui quitte le réseau social X. C'est pareil, incroyable. Bonsoir Fabrice Epelboin, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que vous pouvez expliquer à des gens comme moi et aux auditeurs d'Europe 1 qui sommes un peu dépassés par cette situation, comment on explique cette liste non exhaustive de personnes d'abord qui ont l'intention de quitter le réseau social X? Franchement, c'est de la com, c'est quoi? C'est pas la première fois qu'on a un grand exil de Twitter pour aller vers autre chose. La dernière fois, c'était Mastodon. Tout le monde est revenu. Là, à l'origine, l'idée, c'était d'aller ailleurs. Sauf qu'entre-temps, Meta a annoncé qu'il appliquerait les mêmes règles de modération que X. Donc, c'est raté pour Facebook et c'est raté pour Instagram. Et puis, petit à petit, ils vont s'apercevoir que Meta, comme X, ne font guère que se conformer à la législation américaine et notamment au premier amendement, la liberté d'expression, et que donc Blue Sky n'aura pas le choix, il appliquera lui aussi une modération par la communauté, les fameuses community notes, parce que censurer à tout va les propos qui dérangent, et non pas les propos illégaux, ça les rendrait à terme, dans la nouvelle législation annoncée par Donald Trump, responsables de leurs contenus éditoriaux, comme n'importe quel média. Et c'est
rigoureusement impossible pour un réseau social d'assumer la responsabilité juridique de tout ce qui est publié. Donc Blue Sky passera aussi à ce système de modération et tout ce petit monde va se retrouver dans une grande difficulté. Ils vont être coincés, c'est ce que vous dites. C'est ça, Fabrice. Ils vont soit revenir sur X, soit ils ont déjà déserté X. Anne Hidalgo, elle est partie au lendemain du 7 octobre suite à son refus d'éclairer la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël, comme il est de tradition suite à un attentat, et à une grosse remontrance de tout un tas de gens sur X qu'elle a par la suite traité de fachos. Quant à Sandrine Rousseau, j'ai quand même un gros doute parce que très concrètement, c'est quelqu'un qui sans X n'existerait pas. Elle a un talent consommé, plus exactement, elle a une conseillère qui excelle dans l'art et la manière d'utiliser X, et elle a fait toute sa carrière médiatique grâce au buzz qu'elle s'est savamment lancée sur X. Donc on va voir, pour l'instant la liste ne me semble pas phénoménale, on verra bien ce qui se passera, mais le problème, hélas pour eux, ce n'est pas X, le problème c'est le revirement des États-Unis dans le fait que désormais ils vont appliquer au pied de la lettre leur constitution et notamment le premier amendement. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce type d'initiative, le collectif Hello Kitty X, qui appelle les institutions, les politiques, les médias, les citoyens à quitter l'application pour d'autres plateformes, est-ce que vous pensez que ce type d'initiative peut avoir une résonance ? Est-ce que ça peut fonctionner selon vous, Fabrice Epelboin ? Écoutez, le réseau social de Donald Trump, Truth Social, a servi de refuge, il y a déjà bien longtemps, à tout un tas de gens qui ne supportaient pas d'avoir une pensée progressiste dominante sur X et qui ont retrouvé dans Truth Social une espèce de safe space, un endroit où ils n'étaient pas confrontés à de la contradiction, où ils étaient entre eux. C'est clairement l'intention des gens qui sortent de X aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont trouver un safe space, ça sera certainement pas sur Blue Sky, peut-être sur Mastodon finalement, mais ça n'est en rien une alternative à Twitter. Donc on va voir. Pour l'instant, ça n'a pas l'air non plus et c'est un peu du cinéma, des foules. C'est ce que vous nous dites. Allez, on dit les choses. Fabrice Epelboin, ils nous font du cinéma là, non ? Non, c'est une erreur de timing. Tant que le grand méchant c'était X, ça pouvait encore tenir la route. Entre-temps, les langues se sont déliées dans la Silicon Valley. Mark Zuckerberg a annoncé que lui aussi il adoptait le même type de modération, il se débarrassait des fact-checkers. YouTube a annoncé qu'il se débarrassait des fact-checkers, et je vous mets mon billet que Blue Sky annoncera également qu'il se débarrasse des fact-checkers ou de toute forme de censure, dans la mesure où ça n'est pas légal aux États-Unis. Bon, il va falloir s'y faire, donc c'est ce que vous nous dites. Roland Lescure, le député qui dénonce Twitter comme étant un lieu de propagande au service d'une idéologie réactionnaire et antidémocratique. Il y a un peu de... Mais c'est quand même incroyable, effectivement, les discours des politiques vis-à-vis des réseaux sociaux. Il y a un peu de... Je sais pas, ça tourne vite, là, fort. Il y a une petite confusion entre démocratie et libéral progressiste. Il n'y a pas que ça dans la démocratie, et les tenants du pouvoir actuel sont en train de le réaliser douloureusement. Donc, à défaut d'expliciter les choses, parce que expliciter les choses, ça serait expliquer à la population que la liberté d'expression aux États-Unis, ça n'est pas la même chose que la liberté d'expression en France. Le tout vis-à-vis d'une population qui est gavée par Hollywood depuis maintenant 3 ou 4 générations et qui ne fait pas la différence. Or, il y a une différence majeure entre nos deux démocraties, et il va falloir faire preuve, pour parler d'un terme politique, de pédagogie, pour expliquer que non, la liberté d'expression sur le territoire européen, ça n'est pas du tout la même chose, et c'est beaucoup plus contingenté. Mais alors justement, Fabrice Epelboin, que peut-on faire ? Que peut faire l'Europe dans tout ça ? Pardon, on n'a pas de réseau social aussi puissant, ni que les États-Unis, ni que les Chinois, puisqu'il y a aussi l'affaire TikTok. Franchement, on peut très bien peut-être agiter le chiffon rouge en disant « Ouh, c'est pas bien », mais est-ce que ça va servir à quelque chose ? Vous savez, l'Europe et la France tout particulièrement, en matière d'infrastructure Internet, en matière de cloud ou en matière de réseaux sociaux, c'est une colonie américaine. On est totalement dépendant aussi bien d'Amazon et de Microsoft pour les infrastructures et le cloud que de Twitter et de Meta pour ce qui est de la vie de notre opinion publique, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et dans la mesure où l'opinion publique se fait sur les réseaux sociaux et non plus dans les médias et par leur intermédiaire sur les canapés des gens qui regardent la télé passivement, ça c'est le XXe siècle. On est passé à une autre période et il faut quand même regarder les choses en face. Nous avons été colonisés. Nous adressons aux États-Unis non pas comme une autre grande puissance d'égal à égal. Nous sommes colonisés par les États-Unis et je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire face à eux. Et quand Roland Lescure dit que X devient un réseau has-been, est-ce qu'il a raison, selon vous ?
Has-been par rapport à quoi? Si on est jeune, effectivement, par rapport à TikTok, c'est un truc de boomer. Ça, c'est indiscutable. Mais si on a plus de 30 ans et qu'on cherche un endroit pour faire de la veille ou pour discuter de politique, TikTok, c'est pas fantastique. Et effectivement, Twitter, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les discussions politiques. Si on a 20 ans, c'est clair que c'est un truc de vieux et TikTok est beaucoup plus amusant. Mais objectivement, Roland Lescure, il me semble qu'il a quand même nettement plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Il faut rendre ce réseau has-been, dit-il. TikTok interdit aux États-Unis. Là, Donald Trump marche sur des œufs, dit que ça prendra du temps. Vous y croyez, vous ? Donald Trump a fait un score spectaculaire chez les jeunes et du coup il s'est aperçu que TikTok lui était plutôt favorable, il avait plutôt servi dans cette élection. Du coup il aimerait bien qu'un gentil milliardaire américain rachète TikTok pour se débarrasser d'un problème qui effectivement pose un souci en termes de sécurité nationale. Donc il va s'accorder un petit délai de façon à soit convaincre TikTok de vendre à Elon Musk ou un autre, soit définitivement s'en débarrasser, mais ça va être délicat de le faire. Fabrice Epelboin, effectivement, ça va être difficile de le faire. On n'y croit pas. Les 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis n'auront pas un écran noir à partir de lundi. Non, ils ne seront plus en mesure de télécharger TikTok depuis les stores. Mais c'est déjà énorme. Hein. Ouais. C'est déjà énorme, parce que je dis les 170 millions d'utilisateurs l'ont déjà téléchargé, donc ça ne les concerne pas. L'administration de Joe Biden a accordé un petit délai supplémentaire de façon à passer le dossier à la future administration Trump qui va prendre ses fonctions dès lundi, et c'est à elle de se débrouiller et de trouver un accord entre TikTok et quelqu'un aux États-Unis qui reprendrait le bébé, sachant que les Chinois considèrent que la vente d'algorithmes tels que celui de TikTok devrait être rigoureusement interdite. Donc ça va être une négociation à la Trump, tel qu'il aime les faire. On va voir ce que ça va donner. Bon, incroyable cette histoire de TikTok. Est-ce que vous pensez que TikTok pourrait passer sous pavillon américain ? Parce que c'est ça en fait un peu l'enjeu, c'est dehors les Chinois on garde TikTok et TikTok. Ça se pose en France aussi, cela dit. Oui. Oui, c'est vrai que la question se pose en France, mais c'est vrai que, comme le disait Fabrice Epelboin, tout se joue. Enfin, on n'a pas la main sur les réseaux sociaux. On n'a pas la main. Et c'est les Américains qui l'ont. TikTok, est-ce que TikTok, selon vous, pourrait passer sous pavillon d'Elon Musk ? C'est pas impossible. D'abord parce que ça ferait tellement rire Elon Musk qu'il est capable de dépenser quelques dizaines de milliards rien que pour la rigolade. Et puis que les Chinois ne sont pas nécessairement d'humeur belliqueuse vis-à-vis de Trump. On va voir comment ça se passe. C'est vrai que l'algorithme de TikTok est un mystère pour les spécialistes des réseaux sociaux. Personne ne comprend comment ça fonctionne et tout le monde admet qu'effectivement il y a une forme d'addiction qui est absolument incroyable et ça pose d'énormes questions. On peut comprendre que les Chinois veulent garder ce secret de fabrication pour eux. On peut aussi comprendre que les Chinois, qui au 19e siècle ont connu la guerre de l'opium, veulent prendre une revanche. Très concrètement, c'est une forme de drogue tout ça. Envahir un pays étranger en lui fournissant à 170 millions, ce qui est quand même un peu moins de la moitié de la population américaine, une forme de drogue, c'est une forme de revanche sur l'histoire. Il faut quand même en convenir. Ouais, c'est incroyable ça, TikTok. Ouais. Non, Jean-Christophe Gallien, c'est incroyable. C'est addictif. C'est une drogue. Enfin, il y a d'autres dealers à ce moment-là. Il y a d'autres drogues et d'autres dealers. Je pense que les Américains sont déjà, vous en parliez, on est une colonie en partie, mais nous aussi, on a des dealers qui sont plutôt américains, qui nous proposent une drogue qui est aussi américaine, qui est celle dont vous parliez. Donc oui, les Chinois sont dans une logique peut-être, et ils utilisent d'ailleurs une drogue beaucoup plus concrète et beaucoup plus chimique en ce moment sur des terrains qui sont plus classiques et qui ont plus de rapport à l'opium qu'à une drogue digitale. Mais c'est vrai que cet enjeu-là est très géopolitique. Il est politique intérieur. Il y a Musk, il y a Amazon, il y a Frank McCourt, il y a des gens, il y a plein d'acteurs qui voudraient se positionner soit sur le TikTok américain, on va dire, sur la géographie américaine, soit, à mon avis, de manière plus incroyable, sur quelque chose qui pourrait être une vente globale, qui aujourd'hui, effectivement, est bloqué pour des intérêts stratégiques pour l'essentiel du moteur, c'est-à-dire les algorithmes de TikTok. La base de données américaine, c'est quelque chose qui pourrait être vendu. Mais ça va être intéressant de voir qu'effectivement, le revirement de Donald Trump va produire certainement un argument de conversation géopolitique et géoéconomique avec la Chine. Nous, je reviens quand même sur ce que vous avez dit, on a quand même une capacité européenne, mais qui a été mise à mal récemment, qui est notre DSA, c'est-à-dire en gros une directive qui permet de tenter de maîtriser les contenus
des rues digitales, comme je disais tout à l'heure, comme on maîtrise les contenus dans la rue physique. C'est-à-dire, c'est les comportements, plus exactement, plus que les contenus d'ailleurs. Alors, ça existe, c'est une réalité, donc on n'est pas obligé de se laisser faire complètement. On est colonisé, mais dans la colonie, on peut aussi travailler. Vous savez, nous, on a été colonisateurs, et puis on s'est fait parfois sortir dehors. Effectivement, on n'a pas d'argument contre, on n'a pas d'outils contraires, on n'a pas d'autres outils. Par contre, il y a un mauvais signal, c'est que Thierry Breton et Madame Verstager, que vous connaissez bien évidemment, Thierry Breton qui sera là demain matin. Exactement, pour lui poser la question, parce que non, mais il a lui été éjecté de la Commission, alors que c'était un des acteurs majeurs à la Commission européenne de cette tentative de lutte contre la colonisation dont vous parlez, c'est-à-dire à la fois sur le terrain, des droits des citoyens européens, mais aussi de la fiscalité, mais aussi d'un certain nombre de capacités économiques autour de ça. Et donc, Madame Verstager, qui était elle aussi très engagée, ont disparu de la Commission. Certains disent que Madame von der Leyen avait déjà en partie anticipé ce qui était en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Epelboin, spécialiste du numérique et des médias sociaux, d'avoir été avec nous en direct. Jean-Christophe Gallien et Charlotte Dornelas, vous ne bougez pas, je vous fais réagir, Charlotte Dornelas. Tiens, justement, comme vous ne voyez pas ce qui se passe sur Twitter, il y a Thomas Porte qui accuse le JDD d'être un journal islamophobe. On va en parler dans un tout petit instant. Original. C'est original, ouais. Vous allez réagir dans un instant.